Débat Trump-Harris. Deux raisons qui devraient pousser à voter pour Trump après le débat. La position de l'administration Biden a été de défendre l'Ukraine face à la Russie, défendre la souveraineté, la démocratie. Et si Poutine gagne, il pourrait entraîner d'autres pays dans le conflit. Vous avez affirmé pouvoir résoudre ce conflit en 24 heures. Et j'aimerais vous poser une question très simple. Voulez-vous que l'Ukraine gagne cette guerre? Moi, je veux surtout que la guerre s'arrête et qu'on sauve des vies, parce qu'il y a des vies qui sont enlevées par millions, des millions de personnes meurent au front. C'est bien plus que les chiffres faux qu'on vous donne dans la presse. Moi, je veux surtout que la guerre s'arrête et qu'on sauve des vies, parce qu'il y a des vies qui sont enlevées par millions, des millions de personnes meurent. Trump est sans doute un fougueux. Il a sans doute un tempérament que beaucoup n'aiment pas. Trump ne sera sûrement pas aimé des migrants car il veut éviter leur afflux aux États-Unis. Malgré tous ces défauts, voici au moins deux grandes qualités qui rehaussent l'identité de Trump et qui pourraient permettre de fermer les yeux sur ces défauts. Donald Trump a une boule d'or, un trésor que rien ne peut lui ravir. La vie avant tout et la vie après tout. Il faut toujours préserver la vie. Telle peut être résumée la vision de l'homme. Pour Trump, s'il faut accepter la mort, c'est parce qu'elle doit déboucher sur la vie. Dans le débat entre Trump et Harris, il faut tout au moins tirer chapeau à Trump pour cette vision. Il a soutenu qu'il faut mettre fin à l'avortement. Il faut l'éviter. Limiter la tuerie des enfants. Trump a dit qu'il est contre l'avortement. Ce point de vue correspond à ce que Dieu veut pour l'homme. Nos mauvais comportements ne peuvent pas devenir des valeurs. Nous savons que l'homme peine à mettre des limites aux autorisations qu'il reçoit. En disant purement non et non à l'avortement, Trump, sur ce point, plaît sûrement à Dieu et devait plaire à l'homme. Mais il existe une deuxième raison qui honore Trump. Alors si moi je participe à tout ça, c'est parce qu'il y a ce vote et qu'on autorise l'avortement au 9e mois du côté des démocrates. Et pour la Virginie, d'ailleurs occidentale, on le voit bien que le gouverneur a dit, voilà, le bébé est né et on décide de savoir si on l'exécute ou non. C'est pourquoi je voulus participer à ce vote-là, parce que les démocrates sont des radicaux sur cette question-là. Et son choix de colistier, qui d'ailleurs est très mauvais, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment complètement à côté de la plaque. Mais son colistier veut un avortement au 9e mois. Il dit que ça ne lui pose aucun problème. Et il dit que exécution après la naissance, c'est aussi tout à fait tolérable. Et c'est pas tolérable à mes yeux. D'où ma participation au vote. En tout cas, pendant 52 ans, ils n'ont essayé de faire qu'une seule chose, c'est que les États adoptent cette loi Roe v. Wade. Et grâce à 6 membres de la Cour suprême, nous avons réussi à renverser cette loi. Alors, dans les cas d'inceste, de viol, je veux bien qu'il y ait des exceptions. D'ailleurs, 85% des républicains sont pour ces exceptions-là. Mais on a réussi à renverser cette loi-là, et maintenant, c'est les États qui décident. Et pour la toute première fois, écoutez, c'est un enjeu qui déchire notre pays depuis 52 ans maintenant. Tous les experts en droit, tous les démocrates, tous les républicains, radicaux, moins radicaux, voulaient tous que les États puissent se saisir de cet enjeu de l'avortement. Alors, l'Ohio, on voit que le vote était assez progressiste, à Kansas aussi, beaucoup plus que ce que certains pensaient ou voulaient. Mais chacun des États est en train de voter. C'est maintenant le peuple qui choisit, c'est plus les autorités fédérales. Moi, j'ai été très courageux dans le renversement de cette loi Roe v. Wade, puisqu'elle permet aux États de reprendre leur destin en main. Dans ce pays, il n'y a aucun État où il est légal de tuer un enfant après sa naissance. Vous voulez apporter une réponse? Comme je vous l'avais dit, je vous avais dit qu'on allait entendre des mensonges. Je ne suis pas surprise. Comment en est-on arrivé là? Donald Trump a nommé 3 membres des juges de la Cour suprême
en sachant que l'arrêt Roe versus Wade allait être révoqué, et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans plus de 20 États, il y a maintenant des interdictions d'avortement grâce à Donald Trump, et donc un médecin ou un infirmier ne peut plus fournir des soins de santé sous peine d'une peine de prison à vie. Et il y a des interdictions qui empêchent l'avortement même en cas de viol ou d'inceste. Donc ça veut dire qu'une victime de viol n'a pas le droit de choisir ce qui va ensuite se passer dans leur corps. Ce n'est pas moral. Et ce n'est pas la peine de renoncer à sa foi ou à ses convictions pour être d'accord. Le gouvernement et Donald Trump n'ont pas à dire aux femmes ce qu'elles ont à faire avec leur corps. Moi, je me suis entretenue avec des femmes de tout le pays. Vous dites que c'est ce que les gens voulaient. Des femmes enceintes veulent aller à terme de leur grossesse alors qu'elles souffrent d'une fausse couche et qu'ensuite elles ne peuvent pas être soignées aux urgences parce que les médecins ont peur d'être emprisonnés pour leur fournir des soins. Et donc les femmes perdent leur sang dans un parking. Est-ce que les femmes veulent ça? Elles veulent vraiment ça? Une fille de 12 ou 13 ans qui est victime d'inceste et qui est forcée d'aller jusqu'au bout de sa grossesse? Vous pensez que c'est ce qu'elles veulent? Et je m'engage, lorsque le Congrès aura adopté un projet de loi pour restaurer la protection de Roe versus Wade en tant que présidente des États-Unis, j'aurai la fierté de promulguer ce projet de loi. Mais comprenez-moi bien, si Donald Trump est réélu, alors il promulguera une interdiction totale de l'avortement. Dans ce document Project 2025, projet 2025, on parle d'une interdiction nationale de l'avortement sur vos grossesses, vos fausses couches. Et je crois que le peuple américain pense que certaines libertés, surtout la liberté de faire ses choix sur son propre corps, ne devraient pas être restreintes par le gouvernement. Merci, Madame la Vice-présidente Harris. Mais écoutez, c'est le même refrain, c'est encore un mensonge. Il n'y aura pas d'interdiction de l'avortement, ce ne sera même pas nécessaire, parce qu'on a obtenu ce que tout le monde voulait, les démocrates, les républicains, et tout le monde voulait ce que l'on a obtenu. Tous les experts en droit voulaient la même chose. Ils voulaient que ce soit les États qui choisissent. Alors ça prendra peut-être un petit peu de temps à se mettre en place, mais pendant 52 ans, cet enjeu a déchiré notre pays. Et on voulait que chacun des États puisse reprendre la main, et j'ai fait quelque chose que tout un chacun pensait impossible. Donc c'est les États qui choisissent, et ce qu'elle dit est un mensonge. Pour ce qui est de l'interdiction de l'avortement, moi je ne suis pas pour une interdiction. Mais en fait, peu importe, parce que cet enjeu, il appartient maintenant aux États. Est-ce que vous vous opposeriez à une interdiction? Je n'aurais même pas besoin. Il y a deux choses. D'abord, elle dit qu'elle va se tourner vers le Congrès, mais ils voteront jamais en faveur de ce projet de loi, notamment avec cette séparation à 50-50 entre le Sénat et la Chambre des représentants. Donc il n'y aura pas de vote. Elle ne sera même pas proche d'un vote positif. D'ailleurs, ça me rappelle les autres catastrophes des démocrates lorsqu'ils voulaient, par exemple, pardonner les dettes étudiantes. Avec son patron, si on peut dire, parce qu'il passe son temps à la plage, il a dit, écoutez, on va faire ça d'une manière différente, et puis c'est la Cour suprême qui l'a retoqué. Donc, tous ces étudiants, on leur a promis que leurs dettes seraient effacées, et puis en fait, ça ne s'est pas produit du tout. Et donc, il y a des millions de personnes qui ont dû payer leurs dettes et leurs emprunts étudiants. Et donc, ce qu'ils ont dit à ce moment-là, c'est la même chose pour l'avortement. Mais est-ce que vous pourriez me répondre par oui ou par non? Parce que votre colistier, J.D. Vance, a dit qu'il dirait non. Alors, j'en ai pas parlé avec J.D. Vance. Écoutez, moi, ça me dérange pas si lui, il a son point de vue. Mais écoutez, moi, j'ai pas parlé de ça avec lui. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de débat parce que elle n'aura pas les voix suffisantes au Congrès. Pour les pré-étudiants, par exemple, ils n'ont pas eu les voix nécessaires. Ils ont suscité des faux espoirs, rien de plus. Donc peu importe ce qu'elle dit on va faire voter par le Congrès, mais elle n'aura jamais la majorité. La réalité, c'est que pendant des années, ils ne voulaient pas que ce soit le Congrès qui décide. Et nous, on a réussi à faire ce que tout le monde disait était impossible. Madame la vice-présidente Harris, est-ce que je vais vous donner le temps de répondre, mais je voulais vous demander, est-ce que vous seriez en faveur de restrictions sur les droits des femmes à l'avortement? Je soutiens absolument la restauration des protections de Roe versus Wade. Et comme vous l'avez dit à juste titre, il n'y a
aucun endroit aux États-Unis où une femme accouche et où ensuite elle demande à avorter. Cela n'a pas lieu et c'est une insulte envers les femmes américaines. Il faut comprendre ce qui s'est passé dans le cadre des interdictions d'avortement initiées par Donald Trump. Des couples qui rêvent de fonder une famille se voient privés de traitement FIV. C'est ce qui se passe dans notre pays. Il y a des travailleurs, des travailleuses qui travaillent parfois sur un ou deux emplois, qui n'ont presque pas les moyens de faire garder leur enfant, doivent voyager dans un autre État, doivent monter dans un avion à côté d'un étranger pour recevoir des soins de santé. Et ces soins de santé sont inaccessibles et ce que vous faites traverser à ces femmes est impardonnable. Le peuple américain, la majorité des Américains pensent que les femmes ont le droit de prendre leurs décisions sur leur propre corps et c'est la raison pour laquelle, dans tous les États où cette question a fait l'objet d'un vote, que ce soit un État démocrate ou républicain, le peuple américain a voté pour la liberté. Pardon, il faut que je réponde parce que c'est encore un mensonge. Moi, j'ai toujours été un leader pour la fertilisation in vitro. D'ailleurs, quand ils ont eu une décision négative en Alabama à ce sujet-là, j'ai vu le législateur 2 jours après qui en fait a promulgué cette fois-là. Moi, je suis un leader sur cette question-là depuis le tout début. Et il faut poser la question, est-ce qu'elle autorisera l'avortement au 7e, 8e mois, 9e mois? Est-ce que vous allez l'autoriser? Posez-lui cette question-là. Répondez à la question, répondez. Parce qu'on pourrait avoir des avortements au 7e, 8e, 9e mois. Non, pas vrai. Et peut-être même après la naissance. Regardez ce que disait l'ancien gouverneur de la Virginie. Il nous a dit qu'on mettait le bébé de côté une fois né et puis après on choisissait. Monsieur le Président, merci. Dans le débat, Trump a dit qu'il y a trop de pertes humaines dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il a dit que l'Ukraine doit négocier. Donald veut éviter la mort d'hommes tandis que la sauvegarde de la démocratie semble justifier chez d'autres les tueries d'hommes. Pour Donald Trump, il faut éviter la guerre entre Israël et le Hamas, entre la Russie et l'Ukraine. Pour lui, sauvegarder la démocratie n'est pas au-dessus de la vie de l'homme. Il faut d'abord sauver la vie de l'homme. Ces 2 valeurs suffisent à féliciter l'homme et à le classer dans le clan de Dieu. Moi, je veux surtout que la guerre s'arrête et qu'on sauve des vies, parce qu'il y a des vies qui sont enlevées par millions, des millions de personnes meurent au front. C'est bien plus que les chiffres faux qu'on vous donne dans la presse et les médias. Ça nous coûte 250 milliards parce que l'Ukraine ne demande pas à l'Europe de contribuer, alors que c'est l'Europe qui est la première concernée. Il donne 150 milliards de moins que nous parce que Biden et vous n'avez pas le courage de demander à l'Europe de payer. Moi, je l'ai fait pour l'OTAN et il y a des centaines de milliards qui ont été payés par l'Europe parce que j'ai dit, si vous ne payez pas, on ne vous protégera plus. Peut-être que c'est pour ça qu'ils m'aiment moins bien que vous, les faibles. En tout cas, quand on regarde ce qui se passe, ça va nous coûter 250, 270 milliards de dollars et l'Europe, ça leur coûte 100, 150 milliards. Il faudrait qu'on fasse moitié-moitié. Maintenant que cela est dit, je veux terminer la guerre. Je connais bien Zelensky et Poutine. J'ai une bonne relation avec les deux et ils respectent votre serviteur, votre président, mais ils ne respectent pas Biden. Et pourquoi d'ailleurs est-ce qu'il le respecterait? Il n'a même pas donné un coup de fil à Poutine. Il a parlé à personne depuis 2 ans. C'est une guerre qui ne demande qu'à s'arrêter. Et moi, je l'arrêterai immédiatement. Le jour où je serai élu, je parlerai à l'un puis à l'autre, je les rassemblerai et cette guerre, elle n'aurait jamais éclaté sous ma présidence. Et j'ai vu Poutine, après avoir quitté la présidence, quand j'ai vu qu'il alignait ses soldats sur la frontière, Biden pensait qu'il était en train de négocier. En fait, ce n'était pas vrai du tout. Biden n'avait pas la moindre idée de comment s'adresser à Poutine et comment arrêter cette guerre. Et maintenant, on a des millions de morts et ça va ne faire qu'empirer et ça pourrait conduire à la 3e
Troisième Guerre mondiale. Là, on est en train de jouer avec potentiellement la Troisième Guerre mondiale à la clé. Et notre président, il est où? On ne sait même pas où il est. Juste pour clarifier. Ils l'ont viré de la campagne comme un chien et on ne sait même pas si c'est notre président. Mais on a un président qui ne sait même pas qu'il est vivant. Votre temps est écoulé. Juste pour clarifier la question, pensez-vous que c'est dans l'intérêt des États-Unis que l'Ukraine remporte cette guerre? Je pense que c'est bon pour les États-Unis de terminer cette guerre et qu'il y ait un accord de paix. Parce qu'il faut qu'on arrête de voir des millions de personnes mourir au front. Vos opinions sur le soutien à l'Ukraine, vice-président Harris, et en tant que commandeur en chef, si vous êtes élu, que feriez-vous avec Vladimir Poutine? Et cela serait-il différent de ce que fait le président Biden? D'abord, rappelons à l'ancien président qu'il n'est pas dans cette élection contre Joe Biden, mais contre moi. Et je crois que Donald Trump dit que cette guerre prendrait fin en 24 heures parce qu'il se retirerait, il abandonnerait. Moi, j'ai rencontré Zelensky quelques jours avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine et ne cherche à changer les frontières territoriales par la force en violant l'une des règles internationales les plus importantes, à savoir la souveraineté et l'intégrité territoriale. J'ai rencontré donc le président Zelensky. Je lui ai transmis des renseignements américains sur les façons dont il pouvait se défendre. Quelques jours plus tard, je suis allée à l'est de l'OTAN, en Pologne et en Roumanie, et j'ai rassemblé 50 pays aux côtés de mes collègues. Nous avons soutenu l'Ukraine dans sa cause juste pour se défendre et grâce à notre soutien, grâce à la défense aérienne, grâce aux munitions, à l'artillerie, les javelins, les tanks, Abrams, nous avons pu permettre à l'Ukraine de rester indépendante et libre. Si Trump avait été président, Poutine serait à Kiev à présent. Et comprenez bien que le projet de Poutine n'est pas seulement l'Ukraine. Pourquoi est-ce que nos alliés de l'OTAN et nos alliés européens sont contents que vous ne soyez plus président? Parce que nous comprenons l'importance de la plus grande alliance militaire au monde, à savoir l'OTAN. Nous avons préservé les capacités de Zelensky et des Ukrainiens pour lutter pour leur indépendance. Sinon, Poutine serait à Kiev et serait en train de se tourner vers le reste de l'Europe, en commençant par la Pologne. Et il y a 800 000 Américains d'origine polonaise qui sont ici en Pennsylvanie et vous les abandonneriez parce que vous auriez des services rendus de la part d'un dictateur, vous le savez. Merci, nous avons entendu vos deux avis sur l'Ukraine. Il y a l'Afghanistan également. Et j'aimerais rebondir sur... S'il vous plaît, je vous donnerai une minute. Alors, Poutine serait à Moscou et il n'aurait pas perdu 300 000 hommes et femmes au combat. Il serait, silence s'il vous plaît, il serait à Moscou tranquillement et beaucoup plus heureux qu'il ne l'est aujourd'hui si j'étais président. Et sachez qu'il a aussi les armes nucléaires. Ça, personne n'en parle. Personne n'en parle des armes nucléaires à la disposition de Poutine. Peut-être qu'il s'en servira, peut-être pas, peut-être qu'il a été menaçant, peut-être qu'il le sera plus, mais il a les armes nucléaires, il a le feu nucléaire et personne n'aime en parler. En tout cas, comprenez bien une chose, c'est qu'on a envoyé Mme Harris négocier la paix et 3 jours après, la guerre a commencé. Parce que tout ce qu'ils ont dit, c'était finalement un message de faiblesse, un message stupide. Cette guerre, elle n'aurait jamais dû commencer. Elle était l'émissaire, c'est elle qui est partie négocier avec Zelensky et Poutine et cette négociation a échoué et conduit à la guerre. Voilà le genre de talent que l'on a à bord avec elle. Elle est pire que Biden. Moi, je pense qu'il est pire président de notre histoire, mais elle, c'est la pire vice-présidente des États-Unis de toute notre histoire. Et puis notez aussi que c'est une très mauvaise négociatrice. Ils l'ont envoyée négocier et dès qu'elle est partie, Poutine a envahi. Merci, Président. Vous avez dit qu'elle allait négocier avec Vladimir Poutine. Vice-président Harris, avez-vous rencontré Vladimir Poutine? Je vous avais prévenu, vous alliez entendre de nombreux mensonges de la part de cette personne et c'en est encore un. Quand j'ai rencontré le président Zelensky, je ne le connaissais pas beaucoup, mais
j'ai défendu la position que doit défendre l'Amérique. Les États-Unis doivent être un pays qui défend les règles internationales, qui montre de la force et qui comprend que les alliances qui sont tissées au niveau international dépendent de notre capacité à veiller sur nos amis au lieu de rendre service à nos ennemis, parce que vous adorez les hommes forts au lieu de vous intéresser à la démocratie. Et voilà ce qui est en jeu ici. Le président des États-Unis est commandant en chef, chef des armées, et le peuple américain a le droit de pouvoir compter sur un président qui comprend l'importance du rôle et de la responsabilité des États-Unis. En termes de stabilité, nous devons garantir la stabilité, défendre nos principes et surtout ne pas vendre nos principes pour la flatterie personnelle. On parlait de l'Ukraine et Vladimir Poutine. J'aimerais parler de l'Afghanistan à présent. Pour la première, un instant. On a dit d'ailleurs que Trump a fait la chose la plus incroyable qu'on a jamais vue. Il a permis à ces 28 pays à l'époque de payer. Ça, c'était pour l'OTAN. C'est le secrétaire général de l'OTAN qui a dit ça. Je n'avais jamais vu ça. Pendant des années, on a payé quasiment la totalité du budget de l'OTAN. Les Européens nous bernaient complètement d'un point de vue commercial et au budget de l'OTAN. Et on a dit, si on ne paye pas, on ne vous protégera pas. Et le secrétaire général de l'OTAN a dit que c'était un des renversements les plus incroyables qu'il ait jamais vu. L'Afghanistan maintenant. Un sujet qui a été abordé lors de la première partie du débat. Et la vice-présidente Harris a mentionné la mort d'un soldat en Afghanistan. Pensez-vous avoir une responsabilité dans la manière dont le retrait a été organisé? Je suis tout à fait d'accord avec la décision qui a été prise par le président Biden, la décision de se retirer. 4 présidents ont promis de le faire, Joe Biden l'a fait, et le contribuable américain ne paie plus 300 millions de dollars par jour pour financer cette guerre inutile. Et à ce jour, aucun soldat américain n'est en service actif dans une zone de combat ou dans une zone de guerre dans le monde. Et c'est la première fois depuis un siècle. Comment sommes-nous arrivés là? Lorsque Donald Trump était président, il a négocié l'un des accords les plus médiocres possibles. Il se revendique comme grand négociateur d'accords et pourtant même son conseiller de sécurité nationale a affirmé que cet accord était mauvais. Il a outrepassé le gouvernement afghan. Il a négocié directement avec l'organisation des talibans, une organisation terroriste. 5000 terroristes talibans ont été libérés dans le cadre de cet accord. Et à l'époque, le président a invité les talibans à Camp David, un lieu qui a une signification historique pour les États-Unis. C'est un lieu où on rend hommage à la diplomatie américaine. C'est un lieu où on invite et on reçoit des dirigeants mondiaux respectés. Et cet ancien président, pendant son mandat, a invité les talibans à Camp David parce que, encore une fois, il ne comprend pas le rôle et la responsabilité du président des États-Unis. Le président des États-Unis doit être commandant en chef et doit être respecté. Et c'est pourquoi il a dénigré constamment les soldats, notamment les soldats décédés. Et nous devons défendre et respecter la force des forces armées américaines dans le monde. Votre réponse. Vous affirmez avoir entamé les négociations, président Trump. Alors, quand on regarde cette époque-là, on voit que les talibans étaient en train de tuer nos soldats avec des snipers. Donc j'ai échangé avec les talibans parce que c'était eux qui tuaient les soldats américains. Alors oui, j'ai engagé un dialogue et Abdul est le chef des talibans et il est toujours. Et je lui ai dit, écoutez, arrêtez immédiatement parce que sinon il y aura des problèmes. Et il m'a dit, pourquoi est-ce que M. Trump, vous m'envoyez une photo de ma maison? J'ai dit, bah, vous n'avez qu'à deviner. Et pendant 18 mois, personne n'a été tué. Mike Pompeo a négocié un très bon accord. C'était un accord qui est très, très bon parce qu'on aurait pu faire un retrait plus rapide d'Afghanistan, on n'aurait pas abandonné autant d'Américains sur place, ça n'aurait pas été aussi chaotique et surtout, on n'aurait pas laissé 85 millions de dollars d'équipement derrière nous.
Donc ils ont complètement raté cette sortie d'Afghanistan. L'accord stipulait qu'il fallait faire ceci, cela et tout ça dans l'ordre, et ils ne l'ont pas fait. Cet accord, il n'a pas du tout été suivi par les démocrates. Et les démocrates ont présidé le pire retrait, la pire sortie d'un pays à un moment très embarrassant. Et c'est là que la Russie a attaqué l'Ukraine, puisqu'ils ont vu l'incompétence de cette administration. On va maintenant passer aux relations raciales en politique. Vous avez dit récemment, je ne savais pas que Kamala Harris était noire jusqu'à il y a quelques années. Et aujourd'hui, elle veut être connue en tant que noire. J'ai une question pour vous. Pourquoi pensez-vous qu'il est nécessaire d'aborder l'identité mais non, raciale? en fait, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse vraiment pas du tout. Vous en faites tout un plat alors que moi, je m'en fiche complètement. Elle peut être ce qu'elle veut. Mais c'était vos propos. Écoutez, je n'en sais rien. Moi, j'ai lu ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle n'était pas noire. Et en tout cas, c'était son propos. Et puis ensuite, elle a dit qu'elle était noire. Et pas de problème. Moi, d'un côté ou de l'autre, ça me va. Peu importe, c'est elle qui choisit. Votre opinion, vice-présidente Harris? Franchement, c'est tragique. Un candidat à la présidentielle a constamment, au cours de sa carrière, cherché à utiliser la couleur de peau pour diviser les Américains. Je pense que la grande majorité d'entre nous savent que nous avons plus en commun que ce qui nous divise. On n'a pas besoin de ce genre d'approche qui cherche sans cesse à nous diviser, surtout en fonction de la couleur de peau. Rappelez-vous comment Donald Trump a commencé. Il avait des terres, il avait de l'immobilier et il faisait l'objet d'enquêtes parce qu'il a refusé de louer des biens à des familles noires. N'oublions pas, c'est la même personne qui a pris une publicité dans le New York Times pour demander l'exécution de 5 jeunes garçons noirs et latinos qui étaient innocents, les 5 de Central Park, donc une publicité d'une page entière dans le New York Times pour appeler à leur exécution. C'est la même personne qui a diffusé des mensonges sur la naissance du premier président noir des États-Unis. Je crois que le peuple américain mérite mieux que ça, ils veulent mieux que ça. Les Américains veulent quelqu'un qui comprend notre pays, comme moi. Moi, j'ai voyagé dans ce pays et je crois que les Américains voient des amis et des voisins en leurs compatriotes. On ne veut pas quelqu'un qui veut sans cesse que les Américains se pointent du doigt. Je rencontre sans cesse des gens qui me disent « S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un discours sur la façon dont on va concrétiser les rêves, les ambitions, les aspirations du peuple américain ?» Peu importe la couleur de peau, la langue que parle votre grand-mère, nous avons tous les mêmes rêves et les aspirations. Et les Américains veulent un président qui investit là-dedans, pas dans la haine. Monsieur le Président Trump, c'est la troisième fois. Alors écoutez, c'est la présidence qui a le plus polarisé notre pays. On n'a jamais vu ça. Ils sont en train de détruire notre pays en plus de cela. Et puis, ils nous racontent des choses comme ce qu'on vient d'entendre. On a des maires comme le maire Bloomberg qui était d'accord avec moi sur ces 5 jeunes à Central Park, qui avaient d'ailleurs plaidé coupable. Et ils ont blessé quelqu'un qui est d'ailleurs morte et ils ont dit on est coupable, on n'est pas coupable. Bref, ici, vous avez une personne ici qui doit remonter 40-50 ans en arrière pour retrouver ce genre d'affaires pour me salir. Mais moi, je peux construire une belle économie qui sera plus grande, plus belle que ce que l'on a aujourd'hui. Eux, ils sont en train de détruire le pays, l'économie, leur politique sur le pétrole, enfin, toutes leurs politiques sont à côté de la plaque. Puis, souvenez-vous bien d'une chose, quelle est Biden? Elle fait semblant qu'elle se distancie de son bilan, elle fait comme si elle ne le connaissait pas, mais elle est Biden. La pire inflation que l'on ait jamais connue, l'économie la plus faible que l'on ait jamais connue, c'est aussi son bilan. Je veux répondre rapidement. Très clairement, je ne suis pas Joe Biden. Et je ne suis certainement pas Donald Trump. Et ce que je propose, c'est une nouvelle génération de dirigeants pour notre pays.
des dirigeants qui croient en ce qui est possible, qui ont un optimisme sur ce qu'on peut faire, au lieu de toujours dénigrer le peuple américain. Moi, je crois en ce qu'on peut faire pour renforcer nos petites entreprises et c'est pour ça que j'ai un plan. Parlons de nos plans. Comparons nos plans. Moi, j'ai un plan. Je vais proposer aux petites entreprises des crédits d'impôt de $50 000 à leur création pour que les petites entreprises puissent poursuivre leurs rêves, les concrétiser. J'ai un plan $6 000 pour les jeunes familles pendant la première année de vie de l'enfant, pour aider les familles dans les étapes décisives du développement de l'enfant. J'ai un plan qui permettra aux Américains de poursuivre leurs rêves, le rêve américain qui leur échappe grâce à une aide de $25 000 pour les acomptes, pour les primo-accédants à la propriété. Voilà le genre de choses que les Américains veulent ce soir, au lieu d'une conversation qui revient sans cesse au dénigrement, aux insultes. Tournons la page, avançons. Oui. Monsieur le Président Trump, nous devons avancer. Passons aux politiques maintenant. Son programme, c'est de retirer tous les budgets à la police. Elle veut confisquer les armes. Son programme, c'est d'interdire la fracturation hydraulique ici et ailleurs. Monsieur le Président Trump, je dois répondre. L'ancien L'ancien président a dit quelque chose à 2 reprises. Nous allons avancer, Madame la vice-présidente Harris. Président Trump, c'est la 3e fois que vous vous présentez pour la présidence et vous vous êtes engagé à revenir sur l'Obamacare et vous avez échoué à le faire. Vous dites maintenant que vous allez garder l'Obamacare à moins de pouvoir faire quelque chose de mieux. Je vous cite. Le mois dernier, vous avez dit « nous y travaillons ». Donc ce soir, 9 ans après votre première candidature, est-ce que vous avez un plan? Alors, l'Obamacare, c'était un système qui ne marchait pas. Ça n'a jamais bien marché, ça ne marche pas beaucoup mieux aujourd'hui. Maintenant, si on arrive à trouver quelque chose de mieux, et on est en train de travailler dessus, on remplacera Obamacare. Mais sachez que moi, j'ai hérité de l'Obamacare parce que les démocrates ne voulaient pas le changer, n'ont pas voulu voter. Ils ont été unanimes pour garder Obamacare. Si on l'avait retiré, on aurait un bien meilleur système en place. Mais les démocrates en ont voulu autrement. Donc en tant que président, je pouvais soit le sauver avec toutes ses imperfections, alors le laisser pourrir. Et moi, je me suis senti investi d'un devoir de maintenir l'Obamacare tel qu'il était avec tous ses défauts, même si c'était tentant politiquement de laisser pourrir ce système-là. On a des bons politiciens, il y en a aussi des mauvais, il y en a beaucoup mauvais chez les démocrates et d'ailleurs ils les gardent, nous on les vire. En tout cas, moi j'avais un choix à faire. Est-ce que je sauve Obamacare et j'essaye de l'améliorer ou est-ce que je le laisse pourrir? Et moi j'ai décidé de le sauver. J'ai fait le bon choix. Toujours est-il que ce système n'est pas assez bon, il est trop coûteux pour les citoyens américains et on est en train de regarder différentes alternatives. Si on a des solutions qui coûtent moins à nos concitoyens et qui proposent une meilleure couverture santé que Obamacare, alors on foncera. Mais en attendant, je ferai de mon mieux avec ce qui existe. Donc vous n'avez toujours pas de plan? Ben, j'ai les débuts, j'ai les contours d'un plan, mais je ne suis pas président tout de suite. En tout cas, si on a quelque chose de mieux et de moins cher, alors on le remplacera. Mais il y a des options, il y a des concepts, des contours qui existent et on parlera de ça bientôt. Madame la vice-présidente Harris, en 2017, vous étiez en faveur de la proposition de Bernie Sanders de créer un système de santé géré par le gouvernement. Il y a 2 ans, vous avez proposé un plan pour une assurance privée. Tout d'abord, au cours des 4 dernières années en tant que vice-présidente, j'ai toujours soutenu l'assurance privée. Il faut absolument maintenir la loi sur l'assurance maladie et l'étendre, mais je voudrais réagir à ce qu'a dit l'ancien président. J'ai été toujours très claire sur la fracturation hydraulique et concernant la confiscation des armes à feu. Tim Walz et moi-même, nous avons des armes à feu. On ne va pas confisquer les armes à feu des autres, donc arrêtez de mentir. Concernant la loi sur l'assurance maladie, regardez donc la situation. Lorsque Donald Trump était président, à 60 reprises, il a essayé de se débarrasser de cette loi sur l'assurance maladie. À 60 reprises. J'étais sénatrice à l'époque. Et je n'oublierai jamais les
le petit matin où on devait voter au Sénat américain sur cette loi, et le grand John McCain que vous avez critiqué, vous avez dit que vous ne l'aimiez pas parce qu'il s'était fait avoir, il était un héros de guerre. Le grand John McCain, je n'oublierai jamais, il a dit non lors du vote. Il a dit non, vous ne vous débarrasserez pas de la loi assurance maladie. Vous n'avez aucun plan. Ce qu'a fait cette loi, c'est empêcher les assurances de refuser de couvrir certaines personnes qui ont des maladies préexistantes. Vous vous rappelez quand les assurances pouvaient refuser de couvrir un enfant qui souffrait d'asthme ou quelqu'un qui avait survécu à un cancer du sein ou à un grand-parent qui avait un diabète. Donc, heureusement, au cours des 4 dernières années, on a renforcé la loi sur l'assurance maladie, on a permis de négocier les prix des médicaments avec Medicare. Pour vous, le peuple américain, Donald Trump avait promis une baisse des prix des médicaments. Nous l'avons fait. Il ne l'a jamais fait. Maintenant, l'insuline coûte $45 par mois et nous avons réussi à faire baisser les prix des médicaments sur ordonnance pour les personnes âgées, et quand je serai présidente, nous le ferons pour tous les Américains. L'accès aux soins de santé doit être un droit et pas seulement le privilège de ceux qui peuvent se le permettre. Notre plan doit être de renforcer la loi sur l'assurance maladie au lieu de s'en débarrasser. Merci. Je voudrais passer à une question importante. Alors, elle s'est trompée sur un point. D'abord, John McCain, il s'est battu contre Obamacare pendant 10 ans. Mais pas seulement lui, d'ailleurs. C'est les démocrates qui ont permis à cette loi d'être promulguée. Et vous savez quoi? On peut faire beaucoup mieux que Obamacare, et pour moins cher. Elle ne veut pas améliorer la couverture santé privée, parce que tout le monde maintenant a une assurance privée et ça coûte extrêmement cher. Elle veut que tout le monde puisse être couvert par l'État, où il faut attendre des mois pour une opération. Merci. Il y a une autre question que nous aimerions aborder, importante pour beaucoup d'Américains, et en particulier les jeunes. C'est le changement climatique. Monsieur le Président Trump, au sujet de l'environnement, vous avez dit que nous devons avoir un air pur et une eau pure. Madame la vice-présidente Harris, vous avez dit que le changement climatique est une menace existentielle. La question pour tous les deux ce soir, que feriez-vous pour lutter contre le réchauffement climatique? Madame la vice-présidente Harris. L'ancien président a affirmé que le changement climatique était un canular. On sait que le changement climatique est réel. Demandez à n'importe qui vit dans un État qui souffre déjà des événements climatiques extrêmes. Parfois, ces gens ne peuvent plus avoir d'assurance logement. Il y a de nombreuses victimes qui ont perdu leur logement, qui n'ont plus nulle part où aller. On sait qu'on peut régler ce problème. Les jeunes s'intéressent beaucoup à ce problème. Au cours des 4 dernières années, avec le président Biden, nous avons investi $1 000 milliards dans les énergies propres, et nous avons aussi augmenté la production nationale de gaz pour atteindre des niveaux inédits. Nous avons créé plus de 800 000 nouveaux emplois industriels pendant que j'étais vice-présidente. Nous avons investi dans les énergies propres et nous avons créé des usines. Le président Trump a dit qu'il allait créer des emplois industriels, mais il en a perdu. Et je suis aussi soutenue par les travailleurs constructeurs automobiles américains et les syndicats. Ils savent qu'une énergie et une économie basée sur les énergies propres, cela veut dire qu'il faut investir dans des produits américains. Les voitures américaines, pour cela, il faut ouvrir des usines automobiles, contrairement à ce qu'a fait Donald Trump, il les a fermées. Non, c'est pas vrai, ça s'est pas passé. En fait, ils ont perdu 10 000 emplois industriels, ne serait-ce que le mois passé. Il y a des usines automobiles qui sont construites au Mexique, qui sont détenues par la Chine, pour pouvoir vendre les voitures chinoises aux États-Unis. Et ce que cette administration a accordé à la Chine, c'est juste incroyable. Nous, on va mettre des droits de douane très élevés,
sur ces voitures pour protéger le secteur automobile à Détroit, en Caroline du Sud et ailleurs. Ce que cette administration a fait pour le secteur industriel dans notre pays, c'est horrible. On n'a plus rien à cause d'eux. Vous savez, Biden, il fait jamais rien. Il a peur de la Chine. Lui et son fils, ils reçoivent tant d'argent de l'Ukraine et puis de tas d'autres pays. Et puis après, on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'il est aussi fidèle à celui-ci, celui-là, à l'Ukraine, à la Chine? Pourquoi est-ce qu'il a reçu 3,5 millions de dollars de la part de la femme du maire de Moscou? Pourquoi est-ce qu'elle l'a payé 3,5 millions de dollars? Il s'agit là d'une administration corrompue qui est en train de vendre notre pays. Monsieur le Président Trump, merci. Nous aurons les déclarations de conclusion suite à la coupure publicitaire. Et c'est la dernière coupure publicitaire du côté d'ABC News. Je vous rappelle les règles. Nous ne pouvons pas intervenir et débattre sur ce débat. Pourtant, je peux vous dire qu'on est tous sur la brèche. Encore une fois, il y a énormément de choses à dire sur ce débat, disons-le, qui est extrêmement féroce, qui s'annonçait civilisé, qui ne l'est absolument pas. Il reste simplement les déclarations finales des deux candidats. On va reparler encore une fois de la campagne. Vous aviez été coupé par le retour à la retransmission. Ulysse, on était en train de parler de ces étapes pivots. Encore une fois, le Watch Party encore, il est un peu plus de 22h, quasiment 22h36 sur la côte Est. Et il va encore falloir, pendant 2 mois, jusqu'au 5 novembre, essayer d'aller chercher les électeurs un par un. Kamala Harris, elle habite en Californie, elle ne va pas voir le soleil de Los Angeles jusqu'au mois de novembre, elle va passer son temps notamment sur la côte Est, de la Géorgie à la Pennsylvanie, en passant par le Michigan. Oui, parce que les résultats des sondages sont tellement serrés. Ce sont les plus serrés de toute l'histoire moderne des élections présidentielles américaines, que l'élection va se jouer dans ces swing states, et notamment la Pennsylvanie, où ils sont tous les deux ce soir, mais aussi en Géorgie et dans quelques autres. Ça veut dire que, en fait, tout à l'heure, Donald Trump faisait référence à la dernière élection où il avait eu 73 millions de voix et Joe Biden 80 millions de voix. Il y avait 7 millions de voix de différence. Et pourtant, la bataille s'est nouée quasiment en Géorgie, où Trump voulait, vous vous souvenez, 13 000 voix supplémentaires pour gagner. Et ça va être un peu la même chose, sauf s'il y avait un raz-de-marée favorable à Kamala Harris. C'est peu probable. On le dira juste après le débat, déjà. On le verra. Mais ce qui est absolument certain, c'est que c'est dans ces États-là que va se jouer l'élection à nouveau. Et que quelques milliers de voix pourraient faire basculer l'élection d'un côté ou de l'autre. On voit bien qu'avec Joe Biden, qui avait 80 millions de voix, il y a quand même eu contestation par Donald Trump, qui n'a jamais reconnu encore aujourd'hui sa défaite et qui continue à contester jusqu'avant le débat qu'il ait perdu cette élection. Donc il va mettre lui aussi tous ses moyens, des campagnes publicitaires massives pour convaincre les Géorgiens, les habitants de Pennsylvanie et d'autres swing states d'aller voter pour inverser la balance de la tendance générale de l'électorat à l'échelle fédérale américaine. Donc c'est la particularité des élections aux États-Unis, et c'est dire que le fait que le débat ait lieu aujourd'hui en Pennsylvanie est très important, parce que si Kamala Harris convainc les habitants de cet État finalement qu'elle est la bonne candidate pour la présidence, eh bien ça fait 19 grands électeurs d'un seul coup. Donc c'est le grand prix qui s'ajoute à tous les autres. Donc oui, on voit que c'est absolument fondamental. C'est quelque chose qu'on a du mal nous à comprendre, hein, mais ce n'est pas un homme, une voix, c'est le vote des grands électeurs, il faut toujours le rappeler. Avec à chaque fois, dans chacun de ces swing states, Hélène Kuntz, un thème à aller chercher. On était sur la Géorgie. Là, c'est pas forcément un thème, c'est un électorat, l'électorat noir qui a un petit peu vivoté entre républicains et démocrates. Je dis pas forcément Trump et non Trump. La Pennsylvanie, oui. On va sans doute en parler sur le gaz de schiste, mais sur aussi le tissu industriel. Le Nevada, on sera plutôt sur l'avortement. À chaque fois, il faut mettre des millions et des militants. Tout à fait. Et peut-être aussi, on est en train de constater que cette carte électorale des États pivots est en train d'élargir. Il n'y a pas une semaine où Kamala Harris et son colistier Walz ont passé du temps dans la Caroline du Nord. Alors, on aurait pu imaginer que c'était perdu l'avance pour les démocrates. Donc, ils vont aller chercher des nouveaux États pour essayer de ramasser ces voix. Juste pour rappel, on est sur 538 voix des grands électeurs, donc la moitié de
69 plus 1, le fameux chiffre de 270 est visé pour gagner le présidentiel aux États-Unis. Avec aussi ce risque, dans certains États, on parlait de la Géorgie, c'est qu'il y ait des non-reconnaissances de victoire, j'allais dire de l'un ou l'autre. Non, si Kamala Harris l'emporte, disons-le, dans ces États, eh bien il y a un risque véritablement de scission de la part de certains militants, mais aussi de gouvernants qui ont été placés par Donald Trump. Ah oui, effectivement, hein, et on le sait, c'est répété même par Donald Trump lui-même hein, à longueur d'interviews. Il ne veut jamais dire s'il reconnaîtra ou pas cette élection. Il ne reconnaît toujours pas avoir perdu. Et puisqu'on parlait des sondages, je voulais juste ajouter une chose. Il y a quand même un sondage qui a refroidi complètement les démocrates. C'était un sondage lundi qui est beaucoup moins à l'avantage de Kamala Harris, qui est moins serré, qui est plus à l'avantage de Donald Trump, un sondage du New York Times. On retourne, pardon Pauline, et après on pourra parler de ce débat. C'est l'heure des déclarations finales pour les deux candidats. Bienvenue à nouveau. L'heure est venue des déclarations de conclusion par, tout d'abord, vice-présidente Harris. Merci. Ce soir, nous avons vu deux visions très différentes pour notre pays. L'une qui est tournée vers l'avenir, l'autre qui est tournée vers le passé. Et on essaie de nous ramener en arrière, mais nous n'allons pas revenir en arrière. Je sais que le peuple américain comprend qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent plutôt que celles qui nous divisent. On peut définir une nouvelle voie pour l'avenir. Il faut avoir un plan, il faut comprendre les aspirations, les rêves, les espoirs, les ambitions du peuple américain. Et c'est pourquoi j'ai l'intention de créer une économie des opportunités. Je veux investir dans les petites entreprises, les nouvelles familles. Je veux chercher à protéger les personnes âgées. Je veux aussi permettre aux travailleurs qui travaillent dur de prendre une pause en baissant le niveau de vie, en le coût de la vie plutôt. Je crois qu'on peut travailler ensemble pour restaurer la position des États-Unis dans le monde et pour que l'on soit respecté comme on le mérite. Il faut aussi respecter nos forces armées et nos forces armées doivent être les plus mortelles au monde et je veux préserver les libertés et les droits fondamentaux, notamment le droit des femmes à prendre des décisions sur leur propre corps sans que le gouvernement leur dise quoi faire. J'ai commencé ma carrière comme procureur. J'étais procureure générale, j'ai été sénatrice et maintenant je suis vice-présidente. J'ai toujours eu un seul client, c'est le peuple. En tant que procureur, je n'ai jamais demandé à un témoin ou à une victime s'il ou elle était républicain ou démocrate. La seule chose que j'ai demandé, c'est est-ce que ça va? Et voilà le genre de président dont on a besoin maintenant. Quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui ne se fait pas passer devant. J'ai l'intention d'être la présidente de tous les Américains. Je vais me concentrer sur ce que l'on peut faire pour les 10, 20 prochaines années pour reconstruire notre pays en investissant en vous, le peuple américain. Merci, Monsieur le Président Trump. Alors, elle a commencé par dire qu'elle va se faire ci, qu'elle va faire ça, enfin, qu'elle va faire un tas de choses incroyables. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas déjà fait tout ça? Ça fait 3 ans et demi qu'elle est là, ça fait 3 ans et demi qu'ils ont pu résoudre le problème à la frontière, 3 ans et demi pour créer des emplois, etc. Pourquoi est-ce que tout cela n'a pas encore été entrepris? Elle devrait partir maintenant, aller à la Maison-Blanche, aller au Capitole, rassembler tout le monde et aller de l'avant, mais vous n'en êtes pas capable parce que vous croyez en des choses que le peuple américain ne croit pas. Vous dites qu'on ne va pas faire de fracturation hydraulique, on ne va pas aller chercher les pétroles, ce qui permet à notre pays d'être fort. L'Allemagne a essayé et au bout d'1 an, ils se sont mis à reconstruire des centrales à charbon. Nous, on ne peut pas se permettre d'aller dans la même direction. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'elle n'a pas agi? On est une nation sur le déclin. Une nation qui fait rire le monde entier. Moi, je connais très bien les chefs d'État du monde entier. Ils viennent me voir, ils m'appellent et ils me disent qu'ils se moquent des États-Unis et de l'administration actuelle. Notre pays n'est plus leader sur la scène internationale. Il y a des guerres au Moyen-Orient, il y a des guerres entre la Russie et l'Ukraine. On va se diriger vers une
troisième guerre mondiale qui, cette fois-ci, sera nucléaire. Moi, j'ai rebâti notre armée et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné toutes ses armes aux talibans. Mais après tout, c'est le peuple américain qui, librement, vote.